Bonjour et bienvenue sur ce live Twitch. Aujourd'hui, on va parler d'impression 3D. Du coup, ici, j'accueille Servan, qui était au dernier live de modelage en VR. Le but, du coup, c'est de vous présenter les outils qu'on utilise au Fab Lab en lien avec le métier verrier. Donc, ce Fab Lab a été créé en 2013 à but d'aider à travers des outils numériques les métiers d'art, comme ici le monde du verrier. Donc, Servan peut peut-être vous parler de quelques applications du Fab Lab au sein des métiers verriers. Eh ben ouais, parce que moi je suis créateur, je suis passée par créateur verrier ici au CERFAV et aujourd'hui j'ai mon entreprise où je fais de la pâte de verre et j'ai déjà utilisé l'impression 3D pour fabriquer des objets en pâte de verre, que ce soit pendant mon service civique que j'ai fait également au CERFAV, sur des projets tels que Multivers ou d'autres projets qu'on vous montrera un peu plus précisément après peut-être, avec une autre caméra pour voir un peu le détail. Et donc sur l'impression 3D, moi par exemple pour mon projet de fin d'année de diplôme, j'ai utilisé une impression pour fabriquer mes soliflores. J'ai fabriqué des soliflores en pâte de verre. Et donc il y a une impression 3D qui a été faite qui m'a permis de fabriquer une moule pour pouvoir tirer de la série. L'avantage de l'impression 3D, c'était d'avoir une série plus facilement que d'avoir fabriqué un objet en atelier où il fallait le refabriquer à nouveau, alors qu'avec l'impression 3D, et passer par un moule en silicone, ça permettait de faire une petite série. Voilà. Du coup, aussi dans le Fab Lab, on utilise l'imprimante 3D, mais aussi on peut utiliser d'autres choses comme des moules qu'on fait en bois en découpe laser ou d'autres applications, aussi des lettrages, etc. Donc ça aide vraiment le verrier au quotidien pour des pièces reproductibles, etc. Donc, voilà. Ah, peut-être le moule en bois, il sert pour les souffleurs principalement. Ouais. C'est un moule qui est utilisé en fabriquant des lamelles en fait. Tiens, ben là, on peut peut-être montrer avec la petite caméra. Hop. À base de lamelles de médium en fait, qui sont découpées à la laser qui est présente au Fab Lab. Le souffleur va fabriquer la forme qu'il souhaite à l'intérieur pour venir poser son apport de verre et souffler dans ce moule-là, qui est un moule qui peut être réutilisé quelques fois, mais qui n'est pas un moule non plus qui sera réutilisé énormément, mais qui permet de faire quand même de la petite série en fait. Et si besoin, de réimprimer et redécouper avec ce même principe de moule-là au laser pour eux. Et donc, les élèves du CERFAV utilisent beaucoup cet outil-là. Je repose la caméra. Voici, on va présenter quelques trucs qui sont utilisés dans le domaine verrier. Donc là, on va s'attarder sur l'impression 3D et comment on l'utilise au sein de ce métier pâte de verre, du coup, principalement. Voilà. Donc, on va faire un peu un récap de ce qu'on a fait la dernière fois sur le modeling 3D. Je vais laisser Servan en parler. Donc du coup, la dernière fois, on a sculpté en VR, donc avec Adobe Medium, qui est un logiciel qui permet de faire de la sculpture 3D, donc avec un casque de réalité virtuelle, et qui permet de modéliser un objet avec une matière qui est à la limite entre l'argile, la cire. C'est une nouvelle matière qu'on utilise, qui permet de faire du détail, qui permet de créer le volume en fait à partir d'un environnement neutre en fait, et on choisit totalement ce qu'on fait. Là, il y a un petit tour qui se fait autour de la pièce, donc c'est un végétal inspiré d'un jeu vidéo. Et donc l'idée de la fabrication de cet objet que vous avez vu en live précédemment, c'est de ensuite venir l'imprimer en 3D. Pour ça, on exporte ce fichier-là en STL, et après tout se gère sur l'imprimante. Et l'idée, c'est évidemment d'avoir un objet en verre après la sculpture en VR. Et pour ça, il faudra faire un moule en plâtre réfractaire autour de l'objet. Et ça sera le prochain live, on en parlera peut-être un peu plus tard. Donc, moule réfractaire autour de cet objet pour en sortir un objet palpable en verre. Du coup, moi, je vais en parler plus en détail. Du coup, comment ça se passe derrière l'ordinateur avant de pouvoir imprimer la pièce. Voilà. Donc voici, donc ça c'est le modèle 3D que vous avez vu précédemment sur Adobe, du coup qui a été modélisé. Donc on voit les détails qu'on a rajoutés, etc. au fur et à mesure pour avoir un modèle imprimable sur l'imprimante. Donc une fois que ce modèle est fait, on va pouvoir passer sur l'imprimante. Avant de passer sur l'imprimante, il y a un petit logiciel qui nous permet du coup de ce qu'on dit slicer le modèle pour le découper, pour qu'il soit imprimable et que l'imprimante comprenne ce qu'on veut qu'elle fasse. Donc ici on a une pièce du coup qui a été importé de format STL, qui a été sorti du logiciel Adobe. Donc, on a plusieurs choix. On a des systèmes de remplissage pour que la pièce, en fait, elle est creuse, pour elle est légère.
On a tout ce qui est support. Donc ici, on va être obligé d'en mettre parce que malheureusement, la gravité elle fait son job. Et en fait, ça risque de couler si on ne met pas de support. Et tout ce qui est adhérence pour être sûr que ça se maintienne sur un plateau. Parce que sinon, sur des pièces hautes, ça peut tomber et ne pas tenir lors de l'impression. Donc voilà, une fois qu'on a slicé, on a tout ce qui est en bleu, les supports, en rouge, notre pièce. Et ici, on voit du coup notre adhérence plateau en bas qui permet de bien maintenir notre pièce pour l'impression. Donc pareil, on a d'autres réglages, je vais rentrer un peu plus dans le détail sans trop rentrer. Donc on a tout ce qui est les hauteurs de couche. Donc ça va être la définition visuelle des boudins. Donc plus on en met épais, plus ça sera moins beau, donc plus de travail derrière, ponçage, etc. Plus on en met, plus ça sera fin. Mais on se retrouvera avec des temps d'impression très importants. Sur la pièce qu'on a actuellement, on est sur 10 heures d'impression. Donc c'est assez conséquent pour une pièce qui fait 15 cm de haut. C'est non négligeable, mais après l'imprimante travaille seule et en autonomie. Donc on a ici sur à peu près une matière de 94 grammes, donc c'est vraiment léger. C'est pas trop cher l'impression 3D et c'est vraiment intéressant. Donc voilà, donc ici on a décidé de remplir à 20% pour que ça soit léger. De toute façon, c'est une pièce qui va être perdue. Donc il n'y a pas d'intérêt de mettre 100% de remplissage, surtout au vu des coûts, plus on remplit, plus c'est cher. Donc du coup, comme on a slicé, on récupère derrière ce qu'on appelle un G-code. Donc c'est ce que l'imprimante va comprendre et va lire en fait. Donc nous, on part de ça, il crée son fichier et en fait, je vais vous montrer le fichier. Donc c'est ça. C'est des chiffres et des choses pas forcément toujours compréhensibles, mais c'est ce que l'imprimante va lire. Donc ici, je vais essayer de vous expliquer une ligne. Donc en gros, par exemple, là, ici, on a le G1, ce qui veut dire que c'est un déplacement de machine. Ici, en X71, donc c'est des coordonnées. En fait, la machine se déplace en coordonnées. X, Y, Z. Donc comme on est sur du couche par couche, le Z sera de temps en temps. Donc on a E, c'est tout ce qui correspond à l'extrudeur. Donc c'est le moteur qui va entraîner le fil à la buse. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer et que vous compreniez un peu ce qu'il y a derrière et ce qui est lu par l'imprimante. Donc on passe vraiment d'un modèle comme ça qu'on a importé en 3D qui recrée un fichier numérique qui est lu pour la machine. Donc voilà, donc, je vais vous parler plus en détail du coup de l'imprimante 3D et de son fonctionnement. Moi, j'ai une petite question parce que du coup, juste avec ces 3 coordonnées, c'est comme ça qu'elle se déplace dans l'espace? Oui, c'est ça. En fait, X, Y, donc c'est tu peux peut-être mettre sur le point de vue de l'imprimante 3D. Donc ici, elle se déplace en XY. Et de temps en temps, quand elle a fini sa première couche, elle va remonter en Z. Et le E, l'extrudeur, c'est ce qui va emmener le filament. Donc elle va agrémenter au fur et à mesure une petite quantité de matière pour pouvoir imprimer la pièce en entière. Donc ça lui envoie l'info de la quantité nécessaire à envoyer pour faire tel mouvement à chaque déplacement. Avec le fil qu'elle vient tirer au fur et à mesure. Ok. Voilà. Donc là, c'est par rapport au déplacement de la machine. Du coup, on a des bobines de filaments. Hop, je vais essayer de vous montrer. Donc ici, on a une bobine de filament. C'est le fil qui est en taille ici de 2,75, non, 2,85 mm, excusez-moi. Donc c'est un gros filament qui va être ensuite, va passer dans un moteur à l'arrière, qui va monter. Du coup, qui va monter à l'arrière dans ce qu'on appelle le boden. Donc c'est le tube qui permet de guider le fil jusqu'à la tête que vous avez vu tout à l'heure, où c'est une buse. Et la buse, en fait, c'est comme un entonnoir qui vient réduire le filament. Et ce filament, du coup, est imprimé en fine couche, ici, du coup, de 0,15 par 0,15. C'est pour ça que ça prend 10 heures d'impression. C'est hyper lent. Et c'est vraiment, du coup, assez fin pour pas trop avoir de post-traitement. Donc voilà, donc ici, on est sur un matériau dit PLA. Donc c'est un biosourcé donc à base d'amidon de maïs. On peut aussi avoir des matériaux comme l'ABS, le TPU, des flexibles, non flexibles. Si vous voulez, je peux vous montrer. Hop, ça va me bien, merci. Du coup, ceci, c'est du flexible pour créer des petites pièces comme ça, un peu molles, qui peuvent avoir aussi un intérêt pour des cannes, etc., pour venir faire des pièces flex. On a aussi, du coup, du matériau dur, où on peut créer des pièces aussi articulées qui peuvent aussi être intéressantes, qu'on ne pourrait pas créer avec d'autres méthodes de fabrication. Donc, voilà. Voilà quelques exemples du coup de matériaux. Donc, il faut savoir que dans les imprimantes 3D, il y a tout type d'imprimantes. Il y en a des grandes, des autonomes aussi, qui ne nécessitent pas un branchement sur secteur. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment une application dans tout domaine. Ce n'est pas forcément que dans le domaine du verre. Ça peut être aussi des pièces de réparation, des supports et tout ça. Ah oui, bien au contraire. Là, c'est adapté au verre parce Voilà. qu'on est dans une école du verre, mais ça existe autrement. Voilà. Donc, si vous voulez, on peut vous montrer aussi le modèle qu'on a réalisé de Genshin Impact, du coup, la fleur lampe, pour vous montrer un peu le résultat, du coup, de la fin d'impression que vous n'avez pas encore. Oui, parce que c'est ce modèle-là qui est en train d'être imprimé. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est la fleur lampe de Genshin Impact. Vous voyez, alors là, en bas, on a des petits soucis d'impression, ce qui est normal.
il y a des supports. Je vous montrerai la pièce avec les supports qu'on n'a pas enlevés. Et voilà, du coup, on voit plus en détail et on voit un peu légèrement les stries. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais ces stries-là sera sûrement à reponcer, etc. pour la suite du process. Et puis, on voit aussi bien le veinage là, qui a été fait sur la modélisation après coup. Sur le modelage qu'on a fait en live, on n'a pas eu le temps d'aller aussi loin, mais ça a été fait après. En fait. Si vous voulez, je peux vous montrer le modèle qu'on a préfait pour s'assurer avant de tout travailler. Vous voyez un peu la différence juste de détail entre les deux. Voilà. Donc, les deux modèles qu'on a le plus travaillé, avec plus de détails, et le plus simplifié. C'était aussi pour s'assurer que ça fonctionne bien avant de se lancer dans un plus détaillé. Donc, si vous voulez, je vais vous montrer la pièce avec les supports quand elle sort de l'impression. Donc, il y a tout un travail où on doit enlever tous ces supports-là et du coup, un peu de ponçage, etc. pour pouvoir passer à la suite du process. Donc, voilà pour ce qui est partie impression. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Plus en détail sur le process. Voilà, on va poser sur l'imprimante de la caméra. Donc voilà, je pense qu'on va parler un peu plus avec Sarvan, du coup, maintenant, de tout ce qui est plus détail dans comment on applique ça dans son métier, comment on va travailler sur cette base. Du coup, je te laisse parler, comment tu travailles avec cette base qu'on te donne. Nous, à partir de l'impression 3D, il y a deux manières de travailler. Soit d'utiliser là une nouvelle technique, en tout cas quelque chose qu'on est en train de développer, c'est de brûler le PLA sur des PLA qui ne sont pas toxiques et qui permettent de retirer directement donc, notre forme, parce que l'idée, c'est d'avoir une forme que l'on va retirer pour notre moule, parce qu'on travaille dans un moule à creux perdu. Et donc, si on n'utilise pas le PLA qui sera fondu, on utilise la cire. Et pour avoir de la cire, donc la cire, il existe des cires de différentes couleurs, mais là, il y a de la cire rouge qui est de la cire de fonderie. Les cires, elles ont différents grammages plus ou moins durs aussi. Et donc, ces cires-là, elles permettent de faire ce travail de moule à creux perdu parce qu'on va retirer la cire avec de la vapeur d'eau bouillante qui nous permet d'ensuite d'avoir notre moule creux avec la forme en négatif à l'intérieur. Et ensuite, déposer le verre dans notre moule pour avoir notre objet en fait. Là, l'idée avec la sculpture de ce live, c'est pas de passer par le moulage, donc élastomère pour pouvoir tirer de la cire, mais de directement faire un moule en plâtre réfractaire autour de cet objet. Donc, pour ça, il faut stabiliser l'objet parce que là, par exemple, il n'est pas tout à fait stable. Il va falloir le caler sur une planche. Il va aussi falloir fabriquer des évents pour pouvoir évacuer l'air qui arrive quand on dépose le verre en fait dans le moule. Avec la pression, le verre descend et les évents permettent d'évacuer l'air et qu'il n'y ait pas de bulles qui se coincent dans l'objet. Donc là, je le mets à l'envers parce qu'en fait, la réserve de verre sera certainement de ce côté-ci. Et donc, le verre descendant comme ceci, il va falloir faire des évents sur toutes les parties où il y a ce qu'on appelle des contre-dépouilles. Donc, toutes les parties qui rebiquent légèrement pour qu'il n'y ait pas d'air ou de bulles qui se coincent à l'intérieur. Et donc là, les évents, on les colle effectivement aussi sur la planche sur laquelle est collé l'objet. Et une fois qu'on a fait ces évents-là, donc qui sont en cire, parce que ça va permettre de mettre aussi l'objet avec le plâtre réfractaire dans une dessireuse et de retirer uniquement les évents, et bien d'avoir nos évents facilement. On pourrait imprimer des évents en 3D, ce serait une possibilité, en 3D, en impression 3D, effectivement. On ne l'a pas encore fait, mais c'est possible de réfléchir à quels endroits il pourrait y avoir des évents. Mais là, c'est vrai qu'avec les supports, il faut gérer et le support et la forme de l'objet. Donc, c'est quelque chose qui est envisagé, mais qu'on n'a pas encore fait pour l'instant. Pourquoi pas qu'ils soient imprimés après coup, dans un second temps, et qu'on les raccroche après. Mais l'avantage de la cire, c'est qu'on peut accorder le PLA et la cire assez facilement en brûlant la cire sur les objets, en fait, parce que la cire va coller sur le PLA plus facilement. Donc, une fois qu'on a notre moule avec nos évents, on met notre moule au four et on vient faire fondre le PLA qui se dépose dans un bac. On sort le bac pour pas que le PLA s'évapore dans le four. Et à ce moment-là, on se retrouve avec notre moule, avec le creux perdu à l'intérieur, qui va pouvoir être recuit une seconde fois, avec cette fois le verre au-dessus du moule, et qui permettra ensuite d'avoir notre objet en verre, qu'on décochera, et le moule qui est en réfractaire est un moule perdu, c'est pour ça qu'on appelle à creux perdu. Et ça, c'est des choses que je vous montrerai dans les étapes sur la fois suivante, dans le
J'ai une question pour toi. Du coup, tu ne trouves pas compliqué de réutiliser l'impression 3D par rapport à une cire? Quelle est la complexité, la différence? Comment tu ressens la différence entre les deux, entre le PLA et la cire, quoi? Toi, par rapport aux objets, tout ça? Ah bah, c'est deux techniques totalement différentes. L'avantage que je trouve du PLA, c'est qu'il est hyper solide par rapport à notre cire qui, elle, va plus facilement se déformer dans le travail de préparation de moule, dans ce qu'on appelle le coffrage. Si on donne un coup sur la cire, on va vite se faire une égratignure. Là, sur le PLA, on a beaucoup moins ce risque-là. Donc, c'est assez pratique d'avoir la dureté du plastique. C'est ça un des avantages du PLA, contrairement à la cire. Et puis, surtout, c'est en amont. C'est le travail de la sculpture en VR qui a été fait. Par exemple, ce travail-là, le réaliser en cire, je pense qu'il aurait été beaucoup plus long si c'était moi qui l'avais réalisé. Alors que là, j'ai gagné un temps fou à le modéliser en 3D pour l'avantage qu'apporte la modélisation en VR sur tout l'environnement de volume, en fait, contrairement à la cire. Puis moi, je trouve aussi un avantage, c'est que les pièces qui sont faites numériquement, on a vraiment cette possibilité de pouvoir l'agrandir. Là, aujourd'hui, on a décidé de faire 15 cm de haut, mais cinéma, on veut se dire qu'on veut le faire à 20 cm, 30 cm, on ne peut pas se le permettre sans tout recommencer à zéro. Moi, je trouve que c'est un potentiel aussi. L'échelle, si moi, ça ne me satisfait pas cette échelle-là, toi, tu peux l'agrandir. Et ça c'est aussi quelque chose qu'on ne peut pas réaliser dans une autre matière. Il faudrait refabriquer l'objet, quoi. Oui, sans avoir la répétabilité de cet objet, je suppose que tu n'auras pas en travaillant à la main. Ouais. Voilà. Après, il y a des difficultés, je suppose. Voilà, tu vas mettre tes évents, mais c'est vraiment, je pense que ces évents sont peut-être aussi pour éviter les rotations. Je ne sais pas, tout ce qui est craquement dans le verre, être sûr que ton apport de verre aille jusqu'au bout. C'est vrai qu'un jour, il faudra aussi tester directement en impression 3D. Oui, c'est ce que je disais, ça pourrait être intéressant. Pas mal. Voilà. Donc, ajouter tous ces détails, et ça pourrait être enrichissant. Donc, après, on va peut-être parler d'un peu plus de pièces, d'autres méthodologies anciennes, couplées nouvelles. Je vais essayer de montrer avec la petite caméra. Du coup, un travail entre la cire et l'impression 3D. Donc ici, on a des pièces, donc méthode classique avec la cire. On a vu finir un plâtre. Et là, c'est la méthode avec l'impression 3D. Donc la pièce faite, c'est celle-là. Donc on est venu faire un plâtre sur cette pièce-là, qui est ici, à but de la réaliser en verre. Donc voilà. Donc là, on a deux méthodes anciennes, la cire ou avec la pièce imprimée en 3D. Donc par exemple, ce genre de pièce, c'est simple à retirer du moule si on veut la retirer du moule. Donc, mais par rapport à la fleur, on est plus embêté parce que c'est une forme complètement complexe. Ouais, c'est les bas-reliefs qu'on pourrait réaliser. Du coup, on appelle ça des bas-reliefs ou à la limite des rondes bosses qui n'ont pas trop de contre-dépouille parce que là, on peut facilement retirer. Mais dès qu'on part sur une pièce plus complexe, on ne peut pas retirer le PLA du moule et c'est pour ça qu'on a choisi soit de faire fondre, soit de brûler. Soit faire un élastomère sur la pièce, etc. On va peut-être parler de ton projet de la pièce Arche, peut-être, sur la méthodologie que tu as appliquée par rapport à l'impression 3D. Bah, là, ce qui était intéressant, c'est que la modélisation qui a été faite en 3D, on l'a faite à plat. Donc là, si tu veux montrer Arche, la forme est courbée. Et on a donné un mouvement, en fait, à la pièce. Alors que dans la modélisation, on a décidé de la modéliser à plat pour pouvoir faire un moule élastomère plus facilement sur des objets plats. Et c'est grâce à ce moule élastomère ensuite que j'ai pu tirer des cires. Et c'est les cires que j'ai tordues pour donner le mouvement. Donc en fait, ce processus-là, il a permis de faire de la série plus facilement. Il y a plusieurs pièces qui ont été fabriquées. Et de travailler le mouvement différemment en amont pour un résultat à la fin intéressant, quoi. Et donc ça, c'est un moule en élastomère. C'est ça l'élastomère, pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est une matière très très souple et en fait, c'est du silicone. Donc là, il y a deux couches avec deux teintes différentes. Les teintes différentes, ça permet de voir les couches quand elles sont superposées. Et ensuite, on est sur une chape en plâtre Molda. Ça, c'est pas du plâtre réfractaire. Ce plâtre-là, c'est pas un plâtre qui va passer au four. Il sert juste de coffrage en fait pour notre élastomère pour qu'il se maintienne en place afin de déposer la cire dans le creux juste ici. Et une fois que notre cire elle est faite, après moule réfractaire et ensuite le procédé que je vous ai expliqué, on retire la cire et ensuite on dépose le verre. Moi, je vais peut-être vous parler d'un des projets que j'ai pu réaliser avec un étudiant, pareil en pâte de verre. Donc c'est plutôt, on a travaillé autrement, du coup l'impression 3D. Du coup, ici, on est plutôt sur une pièce en plusieurs parties. Donc, ils montrent une partie là. Voilà, si tu veux. Hop. Voilà, donc on a une pièce en plusieurs parties qu'on vient emboîter. Et là, on est plutôt venu faire un élastomère autour de cette pièce qui va nous servir à couler les plâtres
qui seront assemblés et on vient couler après le verre. Donc ça sert de base pour faire les plâtres en moule. C'est ça que je vais vous montrer la pièce en verre. On voit au centre un plan de joint, parce que c'est un moule en plusieurs parties, pour pouvoir démouler facilement nos pièces du moule en plâtre réfractaire. Donc c'est une autre méthodologie, on sert ça pour faire le moule et pas pour faire la pièce en cire ou directement le faire brûler en plâtre. Donc c'est plusieurs méthodologies différentes. Donc on peut vraiment l'appliquer dans le domaine de façon différente en fonction des usages, des envies. On peut aussi le faire pour le soufflage, donc on peut faire 2 plâtres réfractaires pour après souffler la pièce dans le plâtre réfractaire. Donc vraiment, on est vraiment sur des usages complètement différents, intéressants, je trouve. Surtout Servan, elle l'utilise beaucoup dans la pâte de verre, mais il n'y a pas que ce domaine qui peut l'utiliser aussi. Donc soufflage, il y a aussi tout ce qui est vitrail aussi, pour faire des supports, faire le plomb. Enfin, vraiment, il y a plein d'usages d'application. Ouais, j'ai vu une pièce qui avait été travaillée à la laser pour changer justement la structure d'un vitrail et venir mettre les morceaux de verre dans du bois. Du coup, c'est un travail bimatière qui était assez intéressant. Donc vraiment, on est sur des applications différentes. Ah, on n'a pas parlé aussi de ta pièce du Luxembourg, qui a été faite aussi à base d'impression 3D. Peut-être que tu veux en parler. Et ben cette pièce-là, c'est une pièce qui est une pâte de verre en négatif. Donc là, c'est un procédé qui est un petit peu différent, où on est venu imprimer en 3D une sculpture qui a été faite aussi en réalité virtuelle. Et cette sculpture-là, elle a servi de noyau. C'est pas la pièce, c'est pas la forme rectangulaire que vous voyez ici qui a été imprimée. C'est bien le creux qui est ici, parce que ici c'est un creux, qui a été imprimé et qui a servi de noyau à la fabrication de la pièce. Là ensuite, il y a eu une petite dorure à la feuille à l'intérieur. Et l'avantage d'être passé par ce procédé-là, c'est la définition et vraiment le détail qu'on a pu avoir là sur les rainures, ce noyau avec une partie sortante et un détail qui est et à l'intérieur et à l'extérieur. Ça, dans la manière dont je travaille, j'aurais jamais pensé à le faire et je l'aurais fait de façon totalement différente si c'était pas avec ces outils-là. Et donc là, hop, ça me fait un joli petit presse-papier. Donc voilà, l'impression 3D et ces outils numériques sont vraiment un complément du métier. Ça remplacera jamais le travail manuel. C'est plus pour des petites séries, etc. Il ne faut pas l'oublier. Alors c'est vraiment intéressant. Après, il y a quand même du travail, je suppose, par la main. Il y a quand même le post-traitement. Oui. Il y a tout ce travail de moule, etc. qui nécessite, qu'on parlera sûrement au prochain live. Ça ne remplace pas du tout. Voilà. Ça vient donner un autre processus de travail. Une autre dimension. Donc on a déjà vu d'autres projets. Hein. Par exemple, moi, cette année, j'ai eu l'occasion de faire des montagnes. Donc, on a pris vraiment la vraie carte avec la topologie qu'on ne pourrait pas faire à la main parce que là, on respecte les échelles, la map, en fait, tout en regardant cette montagne. Donc, vraiment, il y a des projets comme ça qu'on ne pourrait pas faire sans le numérique. Mais ça reste quand même un complément. Je ne pense pas que ça remplacera les métiers d'art. Moi, en tout cas, je sais pas comment tu penses. Ça ne pourra pas remplacer, ça c'est voilà, sûr. donc, mais ça offre des nouvelles choses. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Hein, je ne sais pas s'il y en a. Voilà, donc... il y a peut-être d'autres choses que tu vas aborder, d'autres points, des projets à venir peut-être. Tu as peut-être des projets à venir de développement. Eh bien oui, pourquoi pas, parce que justement là, le fait d'être replongée à nouveau dans ces nouvelles technos, ça m'a donné envie d'utiliser à nouveau l'impression 3D. Parce qu'en étant présente sur les salons, je me suis amusée un petit peu à sculpter avec le casque de réalité virtuelle et j'ai utilisé un des outils qui permet de faire de la symétrie dans la réalité virtuelle. Et cette symétrie m'a permis de fabriquer des rosaces. Donc, je me suis amusée à sculpter des rosaces. Et j'aimerais imprimer une de ces rosaces là en 3D pour pouvoir en fabriquer une pâte de verre sur un projet futur, sur une dualité entre ombre et lumière. Et cette rosace représenterait le côté lumière parce qu'elle sera très harmonieuse avec le côté très symétrique, contrairement à la partie de l'ombre qui sera beaucoup plus organique que je sculpterai à la main. Donc, il y aura une vraie dualité entre ces deux choses-là. Et j'espère que ça va fonctionner comme je le souhaite. J'ai peut-être une petite question pour toi. Ça ne gêne pas d'avoir l'effet des stries, etc., de l'impression 3D? Cet effet un peu, on va dire, mécanique de la chose, quoi. En fait, il faut juste l'assumer. C'est-à-dire que si je l'assume parce que ça a été fait de cette manière-là, c'est pas un problème. Mais par contre, c'est aussi possible d'enlever ces stries. Quand on passe par la cire, si on fait un moulage élastomère, assez facilement, avec de l'essence F, on vient frotter sur la cire et ces petites stries-là disparaissent très vite. Voilà, donc soit on l'assume, soit on le change et c'est pas un souci. Donc je suppose on a une question en interne.
Ok, alors quel intérêt ça a pour moi d'utiliser ces technos? Est-ce que ça a un intérêt dans la rentabilité ou même au quotidien? J'ai pas pensé encore en termes de rentabilité, mais c'est vrai que ça pourrait être quelque chose en fait assez facilement envisagé parce que quand on parle de répétition, le fait de pouvoir créer de la répétition plus rapidement, on met moins d'énergie et de temps à une tâche et donc on perd moins de temps, moins d'argent. Donc là-dessus, ça reste intéressant. Et moi, ce que ça m'apporte aussi, je trouve, c'est de mettre un pas un peu dans ce milieu-là qui n'est pas le mien et de rester connecté à ce qui se passe aujourd'hui parce que c'est des technologies et toutes les technologies numériques se développent de plus en plus. Et le fait de pouvoir avoir accès à celles-ci qui sont plutôt destinées à l'entreprise à l'origine, bah ça, je trouve que c'est un vrai plus d'ouvrir cette porte-là à l'artisanat. Et donc, moi, j'aime aussi en parler et faire de la médiation autour. Et donc, ça, c'est quelque chose d'important pour moi, c'est d'être ouverte à ce milieu-là et de pouvoir partager les échanges qui se passent entre l'artisanat et le numérique aujourd'hui. C'est un outil qui est devenu abordable aussi. Aujourd'hui, l'impression 3D, c'est démocratisé. Aujourd'hui, à partir de 300 €, entre guillemets, on peut avoir une machine à la maison. Après, il faut savoir concevoir, etc. Mais même les matériaux en soi à l'achat, c'est pas coûteux. Genre, on est autour de 15 à 20 € le kilo, les petites matières comme le PLA. Et moi, je trouve vraiment que c'est un outil qui peut être par rapport à, je sais pas, des découpes laser, etc., qui sont pas du tout abordables. C'est vraiment pour débuter, je pense, un bon outil et accessible pour vraiment travailler, quoi. Oui, oui. Oui, du coup, comme mon collègue disait là-haut, en fait, ça, oui, ça sert de base pour les pièces en verre, mais on peut aussi s'en servir pour la pièce de support. Moi, je sais, par exemple, il y a un étudiant, il l'a utilisé pour faire tenir son vitrail contre une planche en bois, et c'est des outils qui sont faciles, sur mesure. On fait des pièces sur mesure. Pareil, on fait des pièces de réparation, on peut faire des pièces de poulie, voilà, des petits pions, vraiment, on est sur du multi-usage hors métier du verre. Même, ça peut être un complément à la pièce, quoi. Là, on avait une œuvre, c'est dommage que j'ai pas de photo, une œuvre d'un étudiant où il avait fait des engrenages avec un cylindre en verre entre les deux engrenages, donc 100% verre, et au milieu, il a mis 7 pièces déformées en impression 3D, donc il avait son volume bien fait, qu'il est venu tordre, déformer, imprimer en 3D, qu'il a mis au centre de ce verre, quoi. Et c'est super intéressant, c'est qu'on mélange des technos, le non concret, on peut faire de support, pas de support, on peut faire tout ce qu'on veut avec, et on a une idée, on l'a fait, et on la réalise du jour au lendemain, quoi. Oui, la Voilà. rapidité de la chose, quand même, elle est importante. Il y a une étudiante aussi l'année prochaine qui va peut-être utiliser l'impression 3D pour faire un support pour un vitrail en volume, qu'on appelle travail de Tiffany. Et ça va lui permettre de choisir sa forme. Elle va aussi sculpter en VR, en fait. Et l'idée, c'est qu'elle puisse s'amuser plus rapidement et plus facilement à créer n'importe quel support, qu'elle choisisse celui qui l'intéresse, qu'on définisse l'échelle et c'est imprimé. Et une fois que c'est imprimé, elle peut travailler son vitrail. Et ça, en termes de temps, sur une période où eux, ils ont peu de temps libre pour de la fabrication de projets, c'est hyper intéressant d'utiliser ces outils-là. Tout ce côté prototypage qui est fort intéressant, on peut faire des échelles réduites, se rendre compte des volumes, des aspects, des courbes, remodifier. Alors que si on l'avait fait directement en verre, le coût peut être énorme en fait si on n'est pas sûr de nous, même pour les clients, pour tout ça. Ouais, prototyper une pièce, ça peut être intéressant. Les volumes, c'est sûr qu'avec le client, le volume est intéressant déjà en plastique entre guillemets avant de passer au verre parce que tout le process derrière pour passer en verre, des fois, peut être coûteux si on utilise des matières comme le cristal, etc. Ouais. Donc, il faut déjà s'assurer en amont que toutes nos pièces, tout le look nous plaît avant de passer à cette concrétisation de pièces, quoi. Voilà. Oui. Bah, les difficultés et les inconvénients des outils, ça serait de ne pas les avoir à disposition tout de suite. C'est-à-dire que si je voulais avoir tout ça chez moi, il faudrait que j'investisse de l'argent. Surtout que j'investirais pas forcément que dans une imprimante 3D. Il faudrait également que j'investisse dans un casque de réalité virtuelle. Parce que moi, ce que j'apprécie, c'est de pouvoir modeler en VR et ensuite imprimer. Parce que j'ai pas la maniabilité des modélisations telles que Rhinoceros, en fait, sur PC. Et donc, il faudrait que je m'équipe. Mais après, là, j'ai l'avantage d'avoir à proximité le Cerfab. Donc, ça va dépendre des artisans. Et certains artisans qui ne sont pas à proximité de Fab Lab où il y a tous ces outils-là, ça peut être un inconvénient majeur de devoir se déplacer, de devoir appréhender aussi les outils, parce que ça prend un petit temps à appréhender. Moi, j'ai eu le temps, parce que j'ai fait un service civique, en fait, sur tout ce sujet-là. Et donc, le temps de prendre en main, ça peut décourager peut-être certains.
de se dire ah bah je sais pas comme je l'avais imaginé, la manière dont je peux sculpter ou la manière dont je peux créer un prototype ou un moule. Il faut l'aide de quelqu'un, très souvent. C'est très chouette d'avoir une fab manageuse, du coup, parce que moi, il y a des choses que je connais pas assez sur l'imprimante 3D, et c'est elle qui va m'aider et lancer l'impression après que j'ai fait la sculpture en 3D. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut créer un peu un recul chez certains, de se dire, bon, bah, ça veut dire que ça engage un déplacement, ça engage un humain, ça engage du temps, mais il y a tous les points positifs qui vont avec aussi après. Parce que c'est vrai qu'il faut apprendre les outils numériques, donc apprendre à concevoir pour pouvoir s'en servir. Et des fois, bah, faut comprendre comment les logiciels fonctionnent, appréhender ces logiciels. C'est pas pareil qu'à la main. Il y a ce côté un peu numérique qui reste quand même présent, mais il faut passer des heures. Et des fois, ça peut rebuter de se dire, je vais passer des heures sur un logiciel, sur du numérique et pas du truc que je vais toucher, quoi. Et ça peut être envisageable de faire par quelqu'un qui sait faire. Ouais. Sauf que du coup, on perd ce côté de c'est nous qui sommes le créateur de notre objet si on fait tout faire par la personne qui gère les outils. Après, c'est toujours en conseil, quand c'est fait par quelqu'un d'autre, on est en concertation, oui, il y a un échange, on réadapte. On conseille des fois aussi, on fait attention, ces formes-là, etc. Mais ça reste toi qui manipules. Si c'est quelqu'un qui ne sait pas du tout, la personne peut être un peu déçue de ne pas avoir manipulé le numérique. Voilà. Quoi. Voilà. Je pense qu'on a dit la majorité des choses les plus importantes. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Voilà, donc il ne faut pas hésiter si vous avez des questions, tout ça. Si on est intéressé mais qu'on n'a pas de matériel et qu'on ne sait pas faire, comment fait-on? On va dans le Fab Lab le plus proche de chez soi. Mais tout à fait, oui. Tous les Fab Labs n'ont pas les mêmes outils, mais toi, tu peux en parler peut-être un peu plus. La majorité des outils, en fait, basiquement, ils ont une découpe laser, une fraiseuse, une imprimante 3D. C'est les outils qu'on retrouve le plus couramment dans les Fab Labs. Et il y a toujours un responsable d'atelier qui accompagne, qui conseille. Il y a des formations. Si on sait concevoir mais qu'on n'a pas l'imprimante, il y a beaucoup de prestataires aujourd'hui dans l'impression 3D, on leur envoie le modèle, ils l'impriment, donc que ce soit aussi bien en filament, en résine, en poudre, il y a plein de possibilités en termes de matériaux, donc on peut sous-traiter ça à quelqu'un d'autre, donc on fait la modélisation, on sous-traite, on récupère la pièce, ou on peut demander à des gens concepteurs, il y a des sites où il y a des concepteurs qui proposent de concevoir les fichiers pour ensuite les imprimer, etc. Ou il y a des fichiers achetables ou gratuits, on peut imprimer si on a une imprimante à la maison pour faire des figurines, etc. Parce que là, la personne, elle disait, si on ne sait pas faire, on ne sait pas exactement comment faire ni quoi, on peut demander. Il y a des gens qui sont dans les domaines, on peut payer des prestations, etc. Ou on va dans les Fab Labs, on est accompagné, on apprend ces outils. Il y a énormément aussi sur Internet de tutos sur des logiciels de 3D. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à utiliser cette ressource aujourd'hui qu'on a. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions ou est-ce qu'on vous dit au revoir et qu'on vous présente, on vous parle un peu rapidement de ce qui va se passer la semaine prochaine? Donc, comme évoqué tout à l'heure, la semaine prochaine, ce ne sera pas forcément la semaine prochaine, mais le prochain live Twitch qui aura lieu, ce sera les étapes de modelage autour de l'objet qui a été imprimé pour fabriquer le moule en plâtre réfractaire afin ensuite d'avoir notre objet en verre. Donc cela, ce sera en atelier avec la vision de toutes les étapes la création des rayons, etc. En atelier. Voilà. Donc là, on sera plutôt en atelier avec tous les matériaux et les sécurités nécessaires, bien sûr. N'oublions pas, parce qu'on a travaillé du plâtre et on a aussi tout le process derrière qui sera très sécurisé avec des ventilations, etc. Voilà. On en reparlera bien plus en détail du coup le jour du live 3 du coup, de ces sessions. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et on se voit la une prochaine fois. C'est le 10 juillet. Le 10 juillet, alors rendez-vous le 10 juillet. On remercie tout le monde, nos financeurs, voilà, toute l'équipe qui est derrière, qu'on ne se rend pas compte, mais il y a une équipe derrière, composée d'autres responsables informatique, David que vous avez vu au premier live et nos responsables de communication et sa stagiaire. Voilà. On remercie tous ces gens de nous accompagner. Et à la structure du CERFAB, de me permettre tout ça. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.